Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du 20h. C'est parti pour les titres. Lutte contre le Covid-19. Peut-être bientôt l'arrivée des vaccins au Sénégal avec un premier lot en mi-mars. Quantité 1 296 000 doses avec l'initiative COVAX. Et du côté de la Chine, les discussions se poursuivent. En attendant, le dispositif de congélation est en cours avec 1177 réfrigérateurs et chambres froides reçues par le Sénégal. Viol répété sur une fille de 13 ans par plusieurs personnes après les arrestations, les réactions dans la vieille ville, c'est la consternation. La question qui revient souvent, comment est-ce possible? Alors vigilance, l'alerte vient des associations de défense des enfants et des porteurs de voix. Une alerte, une sensibilisation destinée aux parents. Couvre-feu à 21h, les conducteurs de taxi dans la pénombre, réduction du temps de travail, des embouteillages bravés à longueur de journée et un versement honorés, peu importe les conditions. Déboussolés, ils espèrent un brin d'espoir, de lumière du côté de l'État et des propriétaires des véhicules. Covid-19 et littérature, pas beaucoup de nouveautés sur les rayons. Oui, le monde de l'édition a réduit sa production littéraire. Le temps est plutôt à la promotion de l'existant. Avec Ibou Diouf, nous ferons un tour aux nouvelles éditions africaines du Sénégal pour voir comment se porte le livre dans ce temple de la littérature. Tournoi UFO à Thiès. Belle entrée en matière des Lionceaux U17 face à la Gambie. Score 4-2. Génie de cette belle réalisation. Ibou Sané de Génération Foot avec un triplé. 3 buts qui propulsent les Lionceaux à la tête du groupe A. Nous en saurons davantage à la fin de cette édition avec Cheikh Tidiane Diawo. C'était là les titres. Tout de suite le développement. Encore bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Merci de nous recevoir chez vous. Vaccin contre le Covid-19, 1 296 000 doses attendues en mi-mars au Sénégal avec l'initiative COVAX. Une déclaration du ministre de la Santé qui a ajouté que notre pays est aussi en discussion très avancée avec la Chine pour un accès à son vaccin le plus rapidement possible. En attendant, le dispositif opérationnel est en place avec l'arrivée de 1177 réfrigérateurs et chambre froide. Dissa Préra a assisté à la réception de ce matériel. Compte rendu. Abdoulaye Diouf Sarr se veut clair dans sa stratégie nationale. Le Sénégal, en plus de l'initiative COVAX, prend en compte d'autres options et même des discussions sont ouvertes et très avancées avec d'autres pays tels que la République de Chine pour pouvoir recevoir leur vaccin. Nous attendons bien sûr d'ici la fin mars un premier lot de livraison de quelques 1 300 000 doses, précisément 1 296 000 doses, pour pouvoir véritablement démarrer la vaccination sur le registre de l'initiative COVAX. Le document stratégique a été effectivement élaboré sur plusieurs options, de AstraZeneca en passant par Sinopharma, en passant par Sputnik 5, le Pfizer, le Moderna. Donc le Sénégal n'est pas resté sur un choix unique. Nous sommes en pourparlers très avancés avec la Chine dans le cadre d'une relation effectivement bilatérale. Et à ce niveau, l'acquisition ne concernera pas AstraZeneca, ça va concerner du Sinopharma. Nous avons effectivement aussi d'autres perspectives qui peuvent nous envoyer à donc l'utilisation d'autres vaccins qui ne sont pas forcément la AstraZeneca. Des vaccins dont le premier lot de 1 396 000 doses est étendu au mois de mars prochain. Et c'est dans ce sens que la direction de la prévention a réceptionné des équipements composés de réfrigérateurs homologués par l'OMS, de chambres froides et toute la logistique nécessaire pour commencer le travail. Nous avons reçu
un montant global en termes de valeur de 3,50 milliards, qui nous a permis bien sûr d'acquérir en cofinancement 1117 réfrigérateurs qui peuvent conserver entre 2 et 8 degrés. Mais il est important aussi de noter que cet investissement nous a permis aussi d'avoir au niveau de chaque région un dispositif de congélation qui peut effectivement conserver jusqu'à moins 20 degrés. Et au niveau central, vous avez constaté avec moi la mise en place de chambres froides, 7 chambres froides qui peuvent effectivement donc conserver entre 2 et 8 degrés, mais aussi le niveau central dispose de 8 congélateurs qui peuvent fondamentalement nous permettre de conserver jusqu'à moins 20 degrés. La direction de la prévention, maître d'œuvre du programme de vaccination au Sénégal, est fin prête pour descendre sur le terrain et vacciner les Sénégalais contre la Covid-19. 10 après Amadouba, Covid-19 toujours. Parlons maintenant du bilan du jour. Notre pays continue d'enregistrer des cas de décès, précisément 7 avec 53 cas graves. Du côté des tests, 373 sont revenus positifs, 127 sont des cas contacts, un cas importé, 245 sont issus de la transmission communautaire et 265 patients ont été déclarés guéris. Aujourd'hui, le point du jour était signé le docteur Moumadou Ndiaye. Coronavirus toujours, mais cette fois-ci à Popenguine, plusieurs cas de décès et des cas communautaires enregistrés dans la ville sainte. Les autorités prennent les devants afin de réduire les risques de propagation de la pandémie. Désinfection du sanctuaire, des maisons, une façon pour les services d'hygiène de protéger les fidèles et les habitants de la cité religieuse. Idrissa Ba, capitaine des services d'hygiène de la région de Thiès, que nous suivons avec Abdourahmane Diallo et Mamoudou Gueye, correspondant du groupe Futur Média à Mbour. On a constaté que les 2 derniers mois, qu'au niveau des bulletins du ministère de la Santé, chaque jour nous avons des cas à Popenguine. Donc, mais hier, vraiment, le nombre de cas atteints son paroxysme, jusqu'à atteindre 19 cas communautaires, plus 4 cas contacts. Ça veut dire un total de 23 cas donc, au niveau de Popenguine. Par rapport à la population, il faut toujours qu'on insiste sur leur adhésion par rapport aux gestes barrières. Donc, parce que présentement, c'est vrai que le vaccin n'est pas encore arrivé au Sénégal. Maintenant, il y a pour l'instant que les gestes barrières qui peuvent être observés, qui vont nous permettre effectivement de réduire le nombre de cas au niveau du Sénégal. L'éclosion des nombres de cas, on peut l'expliquer par un simple fait. Parce qu'au niveau même du district de Popenguine, nous avons des micro-entreprises. Donc nous avons des petites unités de production, mais qui emploient du personnel. Mais ce personnel, en réalité, ce n'est pas des individus qui habitent à l'intérieur du district de Popenguine. Donc ils sont un peu éparpillés à travers le département de Dakar, donc à travers le département de Mbour, et des villages environnants. Donc c'est d'abord les opérations techniques de désinfection, qui ciblent principalement les lieux qui ont l'habitude de recevoir du public. C'est principalement la paroisse, c'est au niveau des gares routières. Du côté de Rufisque aussi, la deuxième vague frappe fort avec un nombre important de contaminations et de décès qui augmente aussi considérablement. Une situation alarmante selon les autorités sanitaires et les acteurs qui invitent au respect strict des mesures préventives à Rufisque. Nous retrouvons Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. À l'instar de plusieurs localités, la ville de Rufisque n'est pas épargnée par cette forte propagation du coronavirus. Les chiffres de la contamination et de la létalité font froid au dos. La deuxième vague qui n'a duré pour le moment à la date d'aujourd'hui que 2 mois et on est aujourd'hui au total à 213 cas. Si vous faites un peu de comparaison, en 10-11 mois, nous avons enregistré 391 cas, ça fait en moyenne une moyenne mensuelle de 35 cas environ. Si vous le comparez aujourd'hui à la moyenne de la deuxième vague qui en 2 mois nous avons enregistré 213 cas, ça fait une moyenne de plus de 100, autour de 105 cas par mois. Pourtant, ce ne sont pas des activités de prévention et de sensibilisation qui manquent. Bien sûr, depuis l'événement de cette deuxième vague, ce que nous avons fait en premier lieu, c'est quand même
tout ce qui est marché, on a désinfecté tout ce qui est marché, on a pu désinfecter également tout ce qui est gare routière. Les gares routières du département et les marchés du département ont été désinfectés avec la brigade d'hygiène de Rufisque. Et aussi, on a toujours des cas, nous les désinfectons au niveau des domiciles. Pour freiner ces nombreux cas issus de la transmission communautaire, le service d'hygiène change de stratégie. Donc on a changé de méthode pour aller à l'intérieur, faire quand même une saluation au niveau de la communauté en désinfectant les domiciles. Ça si, en tout cas, on a 1000 chances pour que ça réussisse au niveau des domiciles. Maintenant, si on fait la solution, on peut renouveler toujours la solution, parce que la solution dure 24 heures. Après les 24 heures, on va changer la solution pour désinfecter encore les lieux qu'on veut désinfecter. Pour les autorités sanitaires, l'arrêt de cette propagation de la maladie réside dans le respect strict des mesures édictées. Aujourd'hui, la mesure de prévention la plus efficace et la plus efficiente reste aujourd'hui le port de masque, le respect des mesures barrières. Le respect des mesures barrières, il y en a 3. Le premier, c'est le port de masque, le port correct de masque. Le port correct de masque, c'est-à-dire que quand on porte le masque, on le porte en couvrant le nez et la bouche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la distanciation sociale ou distanciation physique. C'est-à-dire que les gens doivent éviter le rassemblement. Quand on ne peut pas ne pas se rassembler, il faut au moins laisser une distance d'1 mètre. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est scientifiquement démontré que le virus ne peut pas avoir une portée de plus d'1 mètre. C'est la raison pour laquelle on demande cette distanciation physique. Dans l'attente des vaccins, le district sanitaire de Rufisque continue d'enregistrer des cas de contamination et des personnes emportées par cette maladie à coronavirus. Ousseynou Thiam à Linguère, le département va bientôt réceptionner son nouveau centre de traitement des épidémies. La localité fortement touchée par la pandémie a enregistré 198 cas, dont 19 décès. Le joyau, bâti par le conseil départemental sur un espace de 643 mètres carrés, a coûté 100 millions de francs CFA. Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka nous présentent le nouveau CT du département de Linguère. Fini les tracasseries sur la route Linguère-Louga pour évacuer les malades de Covid-19. Désormais, le Djolof a son centre de traitement des épidémies. L'important de CTE, c'est ça, non seulement ça va désengorger Louga, mais ça va soulager Dara et Linguère. Parce que l'hôpital était tellement exigu et la prise en charge des malades était extrêmement difficile dans cet espace qui est exigu. Donc l'ouverture du CTE va être une aubaine et pour une meilleure prise en charge des cas de Covid qu'on a ici au niveau de Linguère. Le centre a une capacité d'accueil de 25 patients. La capacité d'accueil est énorme parce que on a une capacité litière qui peut aller, surtout au niveau de la grande salle, on a une capacité litière pouvant aller jusqu'à 6. Il y a d'autres salles qui ont une capacité de 4 à 8 lits. Et on a 3 salles qui peuvent aussi avoir 4 lits. Donc, c'est un centre vraiment qui peut accueillir beaucoup de monde. Depuis le début de la pandémie, le Djolof, qui a enregistré 198 cas de Covid-19 occasionnant 19 décès, avait besoin de ce centre qui constitue un véritable ouf de soulagement. Il y a ce qu'on appelle les cas extrêmement graves. Ça, peut-être on ne pourra pas prendre en charge certains cas graves, mais presque tous les cas qui sont modérément graves, on pourra les traiter ici. Mais il y a certains degrés de gravité, on n'a pas la logistique et l'équipement nécessaire pour prendre en charge ces cas. Donc ces cas-là, on pourra les référer au niveau de Dakar-Thiès. Mais pour les autres patients, donc, il n'y aura pas de problème, on pourra les traiter ici sans problème. Le ministère a fait des efforts en contractualisant 2 médecins et 3 paramédicaux. Donc on les remercie pour ça et nous demandons s'il peut encore faire autre chose. Donc ce sera quelque chose de bien.
Mamadou Moustapha, retour à Dakar, précisément à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les amicales des étudiants de l'UCAD s'engagent à stopper la propagation du virus dans le temple du savoir. Ils lancent des journées de sensibilisation pour lutter efficacement contre le Covid-19 qui fait énormément de ravages ici. Ils ont reçu le soutien des autorités universitaires qui disent veiller désormais au respect strict du protocole sanitaire. Le lancement a eu lieu ce matin en présence de Maïmouna Ndiaye et Jafaraba. Des étudiants de l'UCAD issus des amicales toutes confondues se mobilisent pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Nous estimons qu'il y a un véritable travail à faire dans le volet de la sensibilisation. Il y a un véritable travail à faire dans le volet de la distribution et la mise à disposition de matériel, de kits qui permettront aux populations d'être beaucoup plus à même à lutter contre la pandémie à coronavirus. Donc nous avons initié ces journées qui démarrent aujourd'hui et qui vont se prolonger à partir de demain au niveau du campus social. L'université est assez outillée pour le faire. Aujourd'hui, à l'université, nous avons une panoplie de sciences, nous avons une panoplie d'ingénierie et tout cela, nous comptons le mettre à contribution pour que le virus puisse être combattu. Dans cette sensibilisation, les autorités universitaires s'engagent. Notre engagement, c'est d'abord remobiliser la communauté universitaire. Parce que depuis que l'épidémie est là, il y a un dispositif qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour faire face à la maladie. Mais on s'est rendu compte qu'à l'image de ce qui se passe au sein de la communauté, il y a un relâchement, il y a moins de respect des gestes barrières. Il est nécessaire, n'est-ce pas, de remobiliser la communauté universitaire, c'est-à-dire c'est aussi bien les étudiants, les PATS qui travaillent avec nous, les universitaires, pour qu'ils puissent être, n'est-ce pas, des modèles dans la lutte contre la maladie. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ces apprenants vont cibler d'autres sites pour amener les populations à changer de comportement. Maïmouna Ndiaye, parlons maintenant de littérature et Covid-19. La crise du coronavirus contraint le monde de l'édition à limiter la production littéraire par crainte de mévente. Covid oblige, les éditeurs diminuent le nombre de publications et cherchent les meilleures initiatives pour promouvoir le livre à temps réel aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. L'idée est d'explorer d'autres pistes pour maintenir le cap et en même temps écouler les nouvelles parutions. Ibou Diouf, Amadouba ont rendu visite à ces professionnels du livre de la littérature. La pandémie du coronavirus n'a pas épargné le secteur du livre. Les auteurs comme les maisons d'édition ont senti la crise. Difficile de faire la promotion de productions littéraires malgré la présence d'auteurs plus volubiles. On peut dire qu'avec le contexte Covid-19, il y a beaucoup d'inspiration de la part des auteurs. Ils sont très inspirés, je dirais, parce qu'ils viennent déposer leur demande d'édition et pour qu'on leur produise et tout. Et là, nous avons beaucoup de travail. Le contexte est moins favorable aussi pour les éditeurs. Les restrictions pour barrer la route au coronavirus sont passées par là. Nous avons constaté une baisse notoire de notre chiffre d'affaires. Parce que, en termes d'activité, alors, avec les difficultés donc, de se déplacer, nos commerciaux ne sont presque pas sur le terrain. Les manifestations également autour du livre, donc tout a été arrêté. Donc, il n'y a pas de café littéraire, il n'y a pas d'exposition-vente. Donc on gère le minimum. Mais quand on produit, les produits sont là, mais on ne vend pas. Voilà, les ventes ne suivent pas. C'est difficile de trouver des acquéreurs. Et moi, je me dis que peut-être que c'est avec la pandémie et tout. À l'image des nouvelles éditions africaines du Sénégal, le secteur est très affecté. Les acteurs sont contraints de chercher d'autres stratégies pour écouler leur production. Oui, on a initié d'autres activités donc, dans le contexte des activités de résilience. Par exemple, nous avons conçu des kits, qui sont donc des sortes d'offres globales d'ouvrages. Donc les kits jeunesse, kits littérature, kits pédagogique. Et chaque kit, vous avez une vingtaine de livres que nous offrons à des prix exceptionnels. Mais nous continuons aussi à travailler avec
les IF, les IA, les démembrements de l'État, pour faire la promotion de certains de nos titres. Les nouvelles éditions africaines, un des fleurons de l'édition en Afrique, la maison de production cherche les voies et moyens pour protéger ses auteurs et mieux assurer la promotion du livre au Sénégal. Ibrahima, les conducteurs de taxi aussi ne sont pas épargnés par le Covid-19. Ils ont du mal à couvrir leurs dépenses avec le couvre-feu. Beaucoup d'heures perdues dans les embouteillages, temps de travail réduit. Et alors, ils ont toujours la même somme à verser au quotidien. Difficile pour eux de sortir du tunnel et au bout du rouleau, étranglés par les tracasseries. Avec les visites techniques, leur seul espoir aujourd'hui reste une aide de l'État. Le reportage est signé Abdoulaye Diop, Amadouba à la caméra. Habitués à rentrer tard dans la nuit, les taximans doivent désormais garer leurs véhicules avant 21h. Le couvre-feu est passé par là. Cependant, si le temps de travail a diminué, le versement quotidien n'a pas changé. Il y a un changement à cause du couvre-feu, car on descend à 20h. On pouvait travailler jusqu'à minuit ou 1h, mais maintenant on ne peut plus le faire. Et on verse toujours la même somme. Certains demandent des versements du lundi au dimanche. D'autres vont même aller jusqu'à vendredi. Ce taximan profite de la file d'attente pour lire quelques versets de Khassaïd en ce vendredi. Il espère une diminution des versements de la part des propriétaires de taxis. Ils doivent alléger les versements, car on a un temps de travail très réduit. Celui qui récupérait 10 000 francs doit alléger cela jusqu'à 8 000 francs. Ainsi, il lui restera au moins 1 000 francs, 2 000 francs pour satisfaire les besoins de la famille. En plus de la somme à verser, les taximans s'indignent des nouvelles mesures sur les visites techniques. Pour la visite technique, ils ont trop favorisé les particuliers et ont oublié les taximans. Notre assurance ne dure que 6 mois et les particuliers peuvent aller jusqu'à 1 an. Ces taximans considèrent qu'ils sont oubliés par le Fonds Force Covid-19. Ils invitent l'État à leur venir en aide, à défaut de revoir les horaires du couvre-feu. Merci beaucoup Abdoulaye. Votre élément met fin à cette page Covid. Parlons maintenant de viol à Saint-Louis d'une jeune fille de 13 ans par plusieurs personnes avec 18 arrestations dans la vieille ville. Le sujet alimente encore les discussions. Les associations de défense des enfants et les porteurs de voix appellent à beaucoup plus de vigilance. Dans la vieille ville, nous retrouvons Ousseynou Diop et Habib Seck. L'affaire est sur toutes les lèvres dans la vieille ville. En effet, une jeune fille du nom d'Esca a été violée à plusieurs reprises par des hommes de tout âge. Après l'enquête menée par la police de Lille, 18 personnes ont été arrêtées et déférées devant le procureur. Dans la ville de Saint-Louis, hommes de médias, des acteurs pour la protection des enfants dénoncent cet acte. Maintenant, avec les tontons saï, tout peut arriver. Donc je pense que l'État doit penser à ça et surtout maintenant appliquer les textes. Surtout appliquer les textes, parce que des cas pareils, des enfants, des mineurs qui ont été attouchés, des mineurs qui ont été violentés, des mineurs violés par des adultes. D'abord, il y a la responsabilité des parents qui est engagée dans tout ça. Parce qu'on ne peut pas avoir une fillette âgée environ entre 12 et 15 ans, voire 16, qui sont des mineurs, et qu'on les laisse à la merci de n'importe qui. Je pense que ce sont les parents qui doivent être davantage plus regardants. La jeune fille de 13 ans qui a subi plusieurs actes sexuels vit entre Missira et Sankaba. Pour le journaliste Cheikh Tidiane Diong et Mamadou Gueye de Amos, les enfants ne sont plus suivis par les parents qui ont presque démissionné. Maintenant, il faut éduquer les enfants dans nos familles parce qu'il n'y a plus l'éducation parentale. Auparavant, les gens mangeaient ensemble autour d'un seul bol. Maintenant, les gens habitent dans des appartements. Et malheureusement, ce sont des enfants de rien du tout qui ne peuvent pas toujours résister à certaines tentations, notamment à l'argent. Il faudrait que, de plus en plus, pour me résumer, que les parents soient davantage regardants sur les agissements de leurs enfants. Actuellement, 18 personnes sont entre les mains de la justice pour les premières enquêtes sur le viol de la jeune fille âgée de 13 ans. Leur sort est aujourd'hui entre les mains du juge.
Une affaire qui fait beaucoup de bruit dans la vieille ville, a rappelé qu'après les premières enquêtes, des arrestations ont eu lieu en présence de la jeune fille dans plusieurs quartiers de Saint-Louis. Ouverture dans un mois de la campagne de commercialisation de la pomme de terre du côté des champs. Les nouvelles sont bonnes, 150 000 tonnes attendues. Déjà, les petits producteurs trouvent acquéreurs avec un contrat signé avec Sine India, une production vendue avant récolte. Une première saluée par les producteurs. Les directeurs de l'horticulture étaient dans la zone des Indiaï. Le compte rendu de cette tournée est signé Cheikh Diop, c'est la tire. C'est parti pour une bonne campagne de commercialisation de la pomme de terre. Le niveau de production de cette année a largement dépassé les espérances. La production de pommes de terre de 15 000 tonnes en 2012 à 140 000 tonnes l'année dernière. Et cette année, on n'attend pas moins de 150 000 tonnes. Le directeur de l'horticulture a rencontré les petits producteurs de Kayar à Kër Abdoulaye en passant par Diogo, Khonkoyoy pour exposer les différentes mesures afin d'avoir une bonne campagne de commercialisation. La contractualisation, c'est quelque chose que nous sommes en train de beaucoup encourager. Parce que c'est ça la solution in fine pour une agriculture compétitive et rentable pour les producteurs. Aujourd'hui, ils ont signé un contrat avec le groupe Sénéguindia. Sénéguindia va acheter cette récolte et va la stocker à Djamnyadjo où elle vient de réaliser une chambre froide. Le secrétaire général de la Fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes apprécie ces mesures prises par la direction de l'horticulture. D'année en année, les producteurs y trouvent son compte parce que c'est sur la base d'un contrat. Le contrat est signé par Sénéguindia au prix de 200 francs. Négocier et discuter dans les instances de la FMN et arrêter d'accord parti. Donc le producteur, s'il est d'accord pour aller en campagne, reçoit un paquet d'intrants, signe le contrat et il est sécurisé dans la commercialisation. Tous les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes s'en félicitent. Pour eux, ces mesures vont sans nul doute contribuer à traduire en actes concrets la vision du chef de l'État en autosuffisance en pommes de terre. Opération de l'armée en Casamance. Depuis plus d'une semaine, le colonel Abdulaziz Ndaw juge normal ses actions à la retraite et ayant servi pendant presque 10 ans dans la zone sud. Il est d'avis que les cibles de nos soldats ne sont rien d'autre que des bandits qui détruisent la forêt ou bien qui font du trafic de drogue. Ces opérations, rassure-t-il, n'auront aucun impact sur les négociations. Al-Hassan et Ahmadouba, nos reporters, l'ont rencontré. L'armée opère depuis quelques jours en Casamance et plusieurs bases rebelles récupérées. Rien de nouveau dans la stratégie des soldats, selon le colonel à la retraite Abdulaziz Ndaw. L'armée, de façon générale, occupe le terrain en Casamance depuis qu'il y a les événements de la Casamance. Depuis donc plus de 30 ans, l'armée, il y a d'abord les forces locales et puis il y a des forces aussi qui sont venues de Dakar pour occuper le terrain en Casamance. Bon, maintenant, il faut noter que depuis 2012, il y avait une certaine accalmie sur le terrain. Et pendant 7 ans, 8 ans, vraiment, les rebelles et l'État ont eu à discuter. Dans cette gestion, il était bien convenu que les populations retournent réellement sur leur territoire. Quand on parle de rébellion aussi, il y a toujours une forme d'économie de guerre qui s'installe. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Casamance où on a essayé de gérer des situations, mais à un moment donné aussi, il y a des situations intenables. Il ne considère pas les différentes factions établies dans la forêt comme des rebelles du MFDC, mais plutôt de bandits qui, au-delà du trafic de drogue, déciment la forêt. Je ne pense pas que l'armée ait voulu investir les bases rebelles ou détruire les bases rebelles. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais l'armée arrêtera les trafics et les exactions. C'est ça la mission que l'armée est en train de faire. Maintenant, si effectivement des forces s'opposent à cette action, ces forces rencontreront l'armée. Ces gens, il ne faut pas les considérer même comme le MFDC. Il faut les considérer ce qu'ils sont, des bandits tout court, et qu'il faut éliminer. Le colonel Ndaw a fait presque 10 ans sur le terrain des opérations. Il est convaincu que cela n'entrave en rien les négociations engagées depuis. On a toujours voulu donner des chances à un accord de paix. Mais il ne faut pas que les populations payent sur le prix de ça aussi. Il ne faut pas que l'économie nationale aussi paye sur le prix de ça. Pour le moment, aucun bilan n'a été publié par les autorités
sur ces opérations. Alassane Ba, et nous restons dans le sud du pays. Faute de centres d'état civil proches de leur localité, les habitants de la zone de Doubirou, dans le département de Vélingara, font leur déclaration en Gambie, une situation que les membres du collectif des chefs de village de la zone ont du mal à supporter. Ils réclament l'érection de la zone de Doubirou en commune. Abdoulaye Diallo. Kandia, qui est comprise dans le département de Vélingara. Nombreux parmi les habitants de la zone de Doubirou se rendent en Gambie pour y chercher des extraits d'état civil ou bien y faire leur déclaration à la naissance à cause de leur éloignement au centre d'état civil le plus proche. À cause de l'éloignement du centre de décision de cette zone, beaucoup de populations ont des papiers gambiens alors qu'ils sont sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile pour eux d'aller en Gambie et de venir aller à Kandia. Doubirou encore est dans une zone frontalière. Vous savez que l'État ne voudrait pas que ces populations traversent la frontière pour aller chercher certains services de base, comme la santé, comme l'éducation et surtout sur l'état civil. Pour rapprocher l'administration de l'administré, les membres du collectif des chefs de village de leur contrée réclament l'érection de la zone de Doubirou en commune. Je pense que là, un peu, c'est l'État qui perd. Les ériger en collectivité, ça va régler ce problème d'état civil. La commune de Kandia fait partie des communes les plus grandes du département. La commune de Kandia dispose de 74 villages. Donc si par exemple cette commune-là est divisée en deux, chaque moitié de la commune est plus grande que certaines communes que nous connaissons qui n'ont que 30 villages ou 22 villages. Donc ça c'est vraiment un fait qui est extrêmement important. Ils justifient leur doléance par la présence à Doubirou de plusieurs infrastructures sociales de base permettant à leur zone d'être érigées en commune. Nous avons 3 forages, 3 postes de santé, 35 villages pour 8 écoles élémentaires et avec une école de Doubirou à elle seule qui fait 500 élèves. L'érection de la zone de Doubirou en commune pourrait renforcer les mesures de protection des enfants et permettre à des Sénégalais d'être déclarés dans un fichier d'état civil du Sénégal. Lenteur notée dans la gestion des dossiers administratifs, la fonction publique sénégalaise réorganise ses services pour mieux répondre à la demande des usagers. Une assurance du directeur général de la fonction publique que nous écoutons avec Dissa Préra et Diallo Ahmadou Matar Cissé, c'est son nom. Les lenteurs administratives, c'est pour certains, je sais pas moi, un viatique dans le cadre de leur activité. Mais j'avoue que, en tout cas pour ce qui concerne la fonction publique, et d'ailleurs de manière générale toute l'administration, partout, dans tous les ministères, vous avez vu qu'il y a une dématérialisation en cours, les procédures sont allégées, et vraiment ça c'est pour le bénéfice du citoyen, c'est pour le bénéfice de l'agent. Donc, pour ce qui nous concerne, nous considérons que ce qu'on appelle les lenteurs administratives sont en passe d'être résolues. C'est vrai que quand, n'est-ce pas, on est dans une administration, il ne manque pas certains retards de dossiers, etc. Mais on est en train vraiment de minimiser le maximum possible ce genre de lenteur. Déclaration de Ahmadou Matar Cissé tenue lors de la présentation des résultats des travaux de la commission paritaire de l'administration. Maintenant, l'actualité internationale avec au menu l'adresse de Joe Biden aux chefs d'État africains à la veille du 34e sommet de l'Union africaine en visioconférence. La Nigériane Ngozi Ewaleya, désormais la seule candidate à la tête de l'Organisation mondiale du commerce suite au retrait de la candidate sud-coréenne. Et puis pour finir, cette page internationale, la Tunisie qui a rendu hommage ce jeudi à 4 de ses soldats tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Le récit de la page internationale est signé pour vous par Daniel Diouf. Première prise de parole du nouveau président américain sur l'Afrique à la veille du 34e sommet de l'Union africaine qui se tient virtuellement ce week-end. Joe Biden a adressé ce vendredi un message vidéo aux chefs d'État qui participeront à la rencontre. Il explique vouloir entreprendre un travail commun avec les pays du continent. Mon administration s'engage à reconstruire nos partenariats autour de la planète et se réengage avec les institutions internationales comme l'Union africaine.
Nous devons tous travailler ensemble pour faire avancer notre vision partagée d'un meilleur futur, indique le président américain. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, désormais la seule candidate pour prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce, suite au retrait de la candidate sud-coréenne qui avait le soutien de la présidence de Donald Trump. Elle renonce à sa candidature après avoir consulté la nouvelle administration Biden et plusieurs autres capitales. La candidate nigériane ne sera pas automatiquement désignée. Le choix exige un consensus. D'ailleurs, elle n'a pas crié victoire. Elle a indiqué attendre la fin du processus de sélection. Les dossiers ne manquent pas pour tirer l'OMC de sa crise. Le prochain chef de l'institution devra affronter la crise économique, la crise de confiance dans le multilatéralisme et dans la libéralisation du commerce mondial. Ajoutez à cela la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les combats en République centrafricaine entre l'armée nationale et la coalition rebelle continuent. La capitale, Bangui, se retrouve coupée du monde, les grands axes routiers impraticables. Le pays reçoit la majorité de ses marchandises par une route qui mène au Cameroun voisin. Seulement, cette voie est bloquée par les rebelles depuis près de 2 mois. La situation empire de jour en jour sur les marchés de la capitale où il existe une pénurie de marchandises. Et puis, le président tunisien a rendu hommage ce jeudi à 4 soldats tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Je suis sûr que nous gagnerons pour réconforter la Tunisie, son peuple et les familles de ses héros. Que Dieu leur donne la paix, a déclaré le président Kais Saied. Ces militaires sont victimes de l'explosion de mines artisanales. La Tunisie qui est confrontée aux exactions de groupes terroristes depuis 2011, notamment dans les régions frontalières de l'Algérie et de la Libye, qui abritent des éléments de la phalange Okba ibn Nafa, une branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Daniel, merci beaucoup pour cette page internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive avec l'entrée en matière réussie des Lionceaux U17 au tournoi UFOA à Thiès. Les Lionceaux se sont imposés 4-2 face à la Gambie et s'emparent du coup provisoirement de la tête du groupe A. Cheikh Tidiane Diao revient sur les temps forts de cette rencontre. Ibou Mané en état de grâce, le jeune pensionnaire de Génération Foot a piétiné les Scorpions de la Gambie avec un hat-trick retentissant. Son deuxième but, digne d'un candidat au trophée Puskas, a mis le Sénégal sur les rails d'une victoire facile en match d'ouverture au tournoi UFOA chez les U17. Il faut noter que c'est Mamadou Niang, milieu de terrain de DSFA, qui avait ouvert le score pour le Sénégal. Et au final, les protégés de Malik Daf s'imposent 4-2. Le Sénégal prend ainsi les commandes du groupe A en attendant sa prochaine sortie prévue mardi prochain. Merci beaucoup, cher Tidiane. Une vraie pour finir. André Onana, le gardien de l'Ajax, a été suspendu 12 mois par l'UEFA en raison d'un contrôle positif en octobre dernier. L'Ajax et le joueur vont faire appel de cette décision devant le TAS. Un coup dur pour l'Ajax et le Cameroun. Le Camerounais a été pour rappel testé positif le 30 octobre lors d'un contrôle inopiné. Cette suspension prend effet à partir de ce vendredi et est étendue à toutes ses activités nationales ou internationales. Voilà, c'était tout pour l'édition de ce soir. Soir d'info se poursuit avec Binta Diallo qui reçoit Lamine Ba, coordonnateur du mouvement Podor va mal. Merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est toujours un plaisir de vous servir. L'information revient à 0h, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mille merci. Excellente soirée. Binta, à vous l'antenne.